Présents nombreux pour assister à cette table ronde. On a effectivement souhaité, dans le cadre de ce festival qui porte sur la notion de pouvoir illustrer cette notion à l'échelle du massif des Vosges. Je représente en effet le commissariat au massif des Vosges. Et en fait, on est dans une montagne et qui est aussi un lieu collectif où se partagent un certain nombre d'usages. Donc, qui dit lieu collectif où se partagent des usages se dit enjeu de pouvoir. Donc, on a voulu illustrer ça pour ancrer aussi ce festival très territorialement et illustrer cela avec un certain nombre d'intervenants que je vais présenter sur le cas de l'agropastoralisme, qui est une pratique agricole, pratique d'élevage, mais pas que, on va y revenir. Donc pour discuter à travers l'exemple du pastoralisme, de comment un espace, un paysage partagé est aussi un lieu de partage, de conflit d'usage et donc de pouvoir. On aura avec nous donc Bruno Caraguel, qui est à la fois directeur de l'association pastorale de l'Isère et président de l'association française de pastoralisme, mais qui a aussi une formation et un regard de sociologue. On aura Jean-Sébastien Laumont, qui est de la vallée de la Bruche, qui d'ailleurs est un partenariat particulier avec Saint-Dié et la ville de Strasbourg. Jean-Sébastien, tu es chef de projet agropastoralisme, je pense qu'on peut le dire comme ça, dans la communauté de communes de la vallée de la Bruche. Ce qui est original, il n'y a pas beaucoup de communautés de communes en France qui ont décidé de dédier des moyens à ça. Et puis Corinne Echel, vous êtes géographe à l'université de Toulouse et vous travaillez sur ces sujets-là et on va profiter de vos compétences pour avoir un regard un peu avec recul sur toutes ces questions-là. Voilà. Je vais aussi excuser Denise Bull, qui aurait dû être parmi nous, qui est une élue régionale et qui préside le comité, la commission du comité de massif. Et voilà, pour expliquer qu'il y a aussi des instances de discussion, de partage sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait de ce territoire qui est un territoire de montagne particulier et comment on organise la cohabitation d'activités économiques, de la préservation de la nature et d'activités touristiques à l'échelle d'un massif. On reviendra sur ces notions. Voilà pourquoi on a voulu proposer cette table ronde dans le cadre de ce festival. Pour commencer et sans plus attendre, Bruno, je vais te passer la parole pour que tu nous expliques, avec ton regard de praticien de terrain dans les Alpes, mais aussi un regard plus distancé à l'échelle nationale, quel est ton vécu à partir du pastoralisme, du partage de l'espace et de la relation au pouvoir que ça peut amener? Alors, merci Patricia, bonjour à toutes et tous. Je vais essayer de vous donner quelques éléments de définition du pastoralisme qui vaudront pour ici et qui vaudront aussi pour les Alpes et pour ailleurs, puisque le pastoralisme se retrouve un peu partout, alors déjà en France. On va prendre quelques repères. Alors les Alpes, facile, les Pyrénées, facile, Massif central, facile, les Vosges aussi. Et on n'oubliera pas tous les estuaires, avec les pâturages dans les marais des estuaires, notamment le marais de Brouage est pâturé dans sa totalité. Voilà, alors je pourrais faire le tour, Mont-Saint-Michel évidemment. On n'oubliera pas non plus les Val de Loire, le Val de Loire, toutes les rives sont pâturées également. Voilà. Alors si on prend un peu de champ, on va s'apercevoir qu'au Sahel, c'est une caractéristique, c'est une composante à part entière des activités agricoles, puisque les troupeaux sont beaucoup lancés dans ces milieux semi-désertiques. Et puis je vais prendre d'autres images, les rennes en Laponie, c'est une activité pastorale où on est sur un animal semi-sauvage et semi-domestique, je ne sais pas par quel bout il faut le prendre, ou en tout cas une partie du troupeau est très domestiquée, une autre partie est un peu plus sauvage. Et voilà. Je vais chercher une limite quelque part dans nos stéréotypes, c'est les Indiens d'Amérique du Nord ne font pas d'élevage puisque ce sont des chasseurs de bisons, et là c'est de la chasse, c'est pas de l'élevage, alors que les éleveurs de rennes, eux, manipulent le lait, et à partir de ce moment-là, on est dans des activités pastorales puisqu'on gère la question du lait. Voilà, ça c'était un tour d'horizon des activités pastorales. Maintenant, si on rentre un peu dans la définition, on s'aperçoit que l'art et la manière des activités pastorales, c'est d'aller valoriser des ressources naturelles et spontanées, et des ressources renouvelables globalement. Et pour ça, il faut conduire des animaux domestiques pour aller récolter ces ressources qui sont, comme j'ai dit, principalement spontanées, mais pas exclusivement. Ça peut être aussi des délaissés de production agricole. Et ainsi nourrir et abreuver des animaux, puisqu'il faut aussi donner à boire, et ne l'oublions pas.
Ensuite, l'art et la manière des éleveurs et des bergers, c'est assurer le renouvellement de ces ressources. Vous imaginez bien que si on passe quelque part et que derrière c'est Attila, plus rien ne marche, donc il faut aller sur ces éléments-là. Et ensuite, c'est un mode de vie qui implique du mouvement, on le comprend assez vite, et du coup avec des effets notoires sur les cellules familiales et le comportement social de ces éleveurs, bergers, enfin de l'ensemble de ces groupes humains qui pratiquent les activités agropastorales. Et enfin, pour pouvoir revenir sur un lieu, il faut ne pas s'être fâché avec tout le monde. Et en ce sens, il s'agit aussi de renouveler et d'entretenir les relations humaines avec les acteurs locaux, puisque les acteurs pastoraux sont très vulnérables au vol, aux dégradations de matériel, puisqu'ils sont jamais là en fait, et qui sont très peu nombreux sur de très grands espaces. Voilà. Donc l'autre élément que l'on peut dire en avançant sur cet aspect de présentation des activités pastorales, c'est qu'elles sont toujours insérées dans des espaces patrimoniaux et des espaces protégés. C'est souvent le cas. D'ailleurs, l'ensemble des espaces naturels protégés que l'on voit sont souvent pâturés. Et il y a une très longue histoire qui est imbriquée entre les humains et le bétail et les milieux naturels dans lesquels ces animaux sont conduits et qui est support de ces activités. Et donc avec une forme de coévolution qui est tout à fait intéressante. Et ça, on le retrouve très régulièrement dans les pratiques de tous les jours, en fait, cette espèce de symbiose et ces jeux d'aller-retour permanent entre le sauvage et le domestique, entre en fait le naturel et les activités économiques humaines. Voilà, et comme ça aussi, pour aller au bout de l'actualité de ce qui s'y joue, ce qu'on peut noter, c'est que la transhumance et le pastoralisme sont reconnus de manière mondiale, puisque la transhumance est classée patrimoine immatériel de l'humanité depuis quelques années, et le pastoralisme fêtera son année internationale l'année prochaine. Voilà, donc ça transpire partout dans nos sociétés. Merci pour ce cadre. Merci pour ce premier cadrage de ce qu'est le pastoralisme et de ce que ça veut dire de son rapport à l'espace. Corinne, je propose de vous passer la parole pour que vous, avec votre regard de géographe, vous nous disiez ce que dit la pratique du pastoralisme sur la gestion d'un espace, sur la gestion collective de cet espace, sur ce que ça peut être, ce que ça peut vouloir dire en termes d'approche de commun et de rapport de force et de pouvoir. Merci Corinne. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de parler de ça ici avec vous en tant que géographe. C'est la première fois que je viens à Saint-Dié. Donc je vais essayer de parler du collectif. Donc tu l'as pas dit, je crois, mais c'était implicite sans doute. Le pastoralisme, c'est vraiment le lieu du collectif, on va dire, pas que, mais enfin très largement. C'est une pratique avec beaucoup de niveaux collectifs sur lesquels je vais revenir. C'est en grande partie, donc moi je ne vais pas parler du Sahel et enfin, d'autres régions du monde parce que je ne suis pas très spécialiste et que je n'ai pas le temps, mais on est en France en tout cas vraiment ces pratiques collectives qui sont finalement des persistances d'usages passés qu'on trouvait partout en France, ce qui était la gestion des communaux, à peu près partout dans toutes les régions de France on avait des communaux qui étaient ouverts à tous. Et parce que c'était des types de milieux pour lesquels la gestion collective était plus efficace. Donc je vais juste faire un petit passage sur ce qu'on appelle des communs dans ce cas-là, les communaux, les communs, qui est un peu autre chose que la notion de bien commun. Donc ces communs, les ressources communes, sont un peu une forme de propriété, on va dire, d'appropriation alternative entre la propriété privée et la propriété public. Donc on est sur des formes où les communautés usagères qui sont définies, donc autrefois sur les communaux, la population, les habitants, des communautés usagères vont définir elles-mêmes les règles d'accès et d'usage à la ressource et à une ressource spécifique. Donc on peut avoir des définitions de règles sur l'accès au pâturage, c'est ce qui va nous intéresser ici, ça pouvait être le bois, la cueillette, etc. Donc ça on l'avait un peu partout. On l'a à peu près nulle part, maintenant aujourd'hui sous cette forme-là absolue, mais on a des traces quand même qui sont en particulier dans les Pyrénées,
avec des gestions notamment, si certains connaissent, par des commissions syndicales. Et puis on a des traces, ça a été évoqué par Bruno, dans les marais, par exemple les marais de l'Ouest, on a encore des systèmes de droits d'usage qui sont attribués à des utilisateurs, à des éleveurs, pour pâturer des surfaces collectives qui sont le plus souvent de propriété publique. Donc on y reviendra sans doute au cours du propos sur cette question des communs, mais voilà, c'est quand même vraiment une forme d'appropriation alternative entre la propriété privée et la propriété publique. Donc l'héritage de ces communs, c'est aujourd'hui donc du collectif à peu près à tous les niveaux dans le cadre pastoral. Et on peut distinguer un peu trois étapes, trois niveaux de collectif. Les pratiques, vous avez sans doute des images de grands troupeaux en montagne collectifs. On mélange les troupeaux, donc ce sont des éleveurs qui mélangent leurs animaux, qui vont faire du travail tous ensemble. C'est le niveau des pratiques. On va avoir le niveau de la propriété. Souvent on parle de collectif parce qu'on est, je l'ai dit, sur de la propriété publique. Alors on pourrait discuter est-ce que c'est collectif parce que c'est public, mais c'est un peu particulier par rapport à des terres agricoles classiques. Ça appartient aux communes, à l'État ou autre. Et puis entre les deux, c'est l'originalité du pastoral, on a ce qu'on va appeler la gestion collective, qui n'existe pas par exemple comme niveau intermédiaire quand un agriculteur loue une terre à un propriétaire, là au niveau de la gestion, et donc c'est bien un collectif qui va définir toutes les règles d'utilisation, en particulier sur les espaces pastoraux d'altitude, toutes les règles d'utilisation, d'accès, d'usage, etc. Et donc on est là aussi un peu dans l'héritage des communs. Soit la gestion elle est soit faite par des collectifs d'éleveurs, ce qu'on appelle des groupements pastoraux, soit faite directement par les propriétaires, donc par les collectivités, les communes, les communautés de communes, les commissions syndicales. Et donc pour arriver au pouvoir, évidemment, là on a du pouvoir partout. Alors le pouvoir il est partout dans le social, de toute manière, mais là, du fait de ce collectif, on est dans la négociation permanente, la définition de règles, et je vais plutôt un tout petit peu insister sur le niveau de la gestion, puisque comme on va définir qui a le droit de venir, qui a le droit d'utiliser la ressource, comment, quand, avec quels animaux, etc., se jouent évidemment des relations de pouvoir, des hiérarchies entre éleveurs. Par exemple, est-ce qu'on va donner la priorité aux éleveurs locaux, même s'ils ne sont pas professionnels ? Est-ce qu'on va donner la priorité aux éleveurs professionnels, à ceux qui ont des vaches, des brebis ? Qu'est-ce qu'on fait des éleveurs de chevaux ? Est-ce que c'est des éleveurs comme les autres ou pas ? Etc., etc. Donc là, on a vraiment des nœuds de social et de pouvoir qui se jouent ici. Donc ces choix-là, ils ne sont pas arbitraires, ils sont collectifs, soit faits par les collectifs d'éleveurs, soit par les communes qui représentent une forme de collectif. Donc ces collectivités, elles ont un rôle très important dans la régulation. Et elles ont d'autant plus, et j'ai presque fini sur ça, d'autant plus un rôle important que se rajoute à un dernier niveau, on pourrait dire, de collectif sur les espaces pastoraux, c'est les autres usages. Puisque une des particularités des espaces pastoraux, c'est que souvent ils sont ouverts à tous, il n'y a pas de clôture, ce sont les lieux sur lesquels vous allez vous promener, peut-être rêver, chasser, etc. Bref, ce sont des lieux ouverts à tous. Et donc il y a des formes de régulation aussi et de pouvoir et de légitimité entre les éleveurs et tous les autres usagers de l'espace. Et pour ces choses-là aussi, les collectivités en général jouent un rôle central. Oui, mais c'est bien sur ce dernier point. Oui, sur ce dernier point où je trouvais important de venir aussi, c'est qu'il y a de plus en plus d'usagers extérieurs. Enfin, c'est des lieux touristiques en général, les lieux d'estive, et donc il y a un partage de l'espace nouveau, c'est-à-dire avec des gens qui ne vivent pas sur le territoire et qui ont aussi le droit d'usage du territoire et un sentiment que parce que c'est de l'espace, ça appartient à tout le monde et qu'on a tous les droits. Et en fait, ça, nous, c'est un sujet qu'on rencontre beaucoup. Le massif des Vosges est très fréquenté, très accessible, facilement accessible, peut-être plus que les Alpes. Donc l'idée est de se dire, parce qu'on est sur un espace ouvert à tous, sur un commun, on a tous les droits. Je ne sais pas si ça vous inspire des choses dans vos travaux, ou Bruno, avant de donner... Oui, bien sûr. Vas-y, Bruno. Alors, oui, complètement. Vous avez dû voir passer dans la presse un conflit en Chartreuse sur l'accès au milieu naturel. Et en fait, on est en plein dans ce qui vient d'être dit, en fait, c'est-à-dire un conflit de représentation de la part des gens qui revendiquent la randonnée libre, et un autre conflit de la part d'un propriétaire qui gère et exploite les ressources de son terrain. Enfin voilà, et les deux ne fonctionnent pas. Et au milieu,
une convention d'accès qui a tardé à être signée, qui maintenant est signée, donc l'accès est possible sur les chemins, mais comme partout ailleurs en fait, sur cette propriété à présent. Donc il y avait un problème de convention à réguler. Et c'est vrai qu'on a ces difficultés-là pour des problèmes de représentation des uns est pris de liberté et des autres qui considèrent que leur espace, il n'est pas qu'un espace de liberté. Ils veulent bien un peu, mais pas jusqu'au bout. Et peut-être, Corinne, vous pouvez nous dire un petit peu ce que sont ce qu'on appelle les associations foncières pastorales, qui est un outil de régulation et de gestion de communs et de régulation des pouvoirs. D'accord, merci. Alors là, on a plutôt parlé du niveau des estives. Ça, je ne l'ai pas dit, mais on a du pastoralisme dans différentes régions, mais aussi un peu en montagne à différents niveaux. Donc il y a les estives et alpages qui sont en haut où se posent ces questions-là. Et puis il y a l'étage plus bas, des vallées, des pentes, ce qu'on appelle, nous dans le jargon de géographe, des zones intermédiaires. Mais enfin en tout cas les pentes sur lesquelles, en général, pour ceux qui habitent en montagne, on a de la forêt qui gagne, pour le dire rapidement, où avant il y avait de l'élevage et où il y a de la forêt qui gagne. Et donc il y a des enjeux forts de gestion de ces espaces-là, enfin de réouverture de ces espaces-là ou de maintien de ces espaces-là ouverts pour des raisons, je pense que ça sera développé par Jean-Sébastien, mais de paysage, aussi de maintenir une activité agricole sur ces terres-là. Et le législateur a créé en 1972, donc c'est pas d'hier, un outil qui s'appelle l'association foncière pastorale, qui est un outil un peu compliqué, mais très très intéressant et très puissant. Sur ces terrains-là, donc ces pentes, on va dire, souvent on a une propriété qui est très très morcelée, c'est les héritages des pratiques d'avant et des successions, donc une propriété très très morcelée avec des propriétaires qui ne savent pas des fois qu'ils ont des terres là, et du coup pour les éleveurs c'est très compliqué de mettre en valeur ces espaces-là parce qu'ils ne peuvent pas avoir des conventions de pâturage sur des surfaces suffisantes. Vous voyez, s'il faut mettre la brebis là, et puis après, on a le droit là-bas, etc., on ne s'en sort pas. Donc, les associations foncières pastorales ont été créées dans le cadre de la loi pastorale, avec d'autres outils, pour promouvoir une gestion collective du foncier privé et public, si jamais, mais aussi simplement privé. Donc, je vous passe la procédure qui est très complexe, qui est très administrative. Il y a une enquête publique, c'est une autorisation préfectorale qui arrive à la fin pour autoriser les AFP. Mais l'idée, c'est que sur un périmètre, on va créer une entité de gestion. Et si 50% des propriétaires qui possèdent 50% des surfaces sont d'accord, eh ben, on peut constituer l'AFP sur l'ensemble du périmètre. Donc ça veut dire que on peut obliger des propriétaires à avoir leurs terres dans les AFP. Et surtout, ça permet d'intégrer dans ces AFP toutes les terres de gens qui ne répondent pas, dont on a perdu l'origine de propriété, etc. Donc, évidemment, ces AFP, donc je vous dis, c'est un outil très technique. Là aussi, souvent, les collectivités territoriales ont un rôle, enfin les communes, en gros, ont un rôle, mais aussi les communautés de communes, pardon, ici, mais chez nous, c'est plus les communes, ont un rôle très important pour impulser. S'il y a du foncier public dedans, ça aide. Et pour animer, et puis il y a souvent un rôle très important de ce que font mes collègues du côté là, de l'ingénierie pastorale, parce que c'est très complexe et qu'il faut accompagner les acteurs pour mettre ça en place. Alors là, dans les AFP du pouvoir, on en a beaucoup, des relations de pouvoir, des conflits. Vous comprenez bien que si on peut obliger des gens à rentrer dans l'AFP alors qu'ils ne veulent pas, potentiellement ça crée du conflit. Donc souvent ça en crée un peu au début quand même. Mais de ce conflit naît souvent de la coopération, en tout cas du projet. Et l'intérêt de l'AFP, c'est d'avoir un lieu où on va pouvoir réfléchir à ce qu'on veut faire pour le territoire, du projet sur ces terres, ce que j'appelle le projet pastoral territorial, quel type d'agriculture on veut mettre, pourquoi, et ça se négocie. Et c'est pas que la commune qui décide, parce que tous les propriétaires, ces fameux micro-propriétaires, ils sont dans le périmètre de l'AFP, ils peuvent être élus dans le bureau de l'AFP, et donc, ils ont voix au chapitre. Donc, d'un côté, ils perdent de la capacité de décision sur leur propre parcelle, mais ils gagnent une capacité de décision sur l'ensemble du périmètre de l'AFP, puisque c'est tout le monde qui décide, enfin, tous les propriétaires. Et donc, ça donne ces AFP, enfin, les travaux qu'on a fait, nous, dans le cadre d'un programme de recherche, montrent que ça redonne du pouvoir à une catégorie qui est un acteur faible, en général, sur les territoires, c'est le petit propriétaire habitant, qui ont très peu de terrain, et qui en tout cas, retrouve à travers cet outil-là une possibilité de participer à la gestion, à la réflexion. Et donc, ça crée les AFP,
ce que j'appelle une arène de discussion, un lieu où discuter du projet pour le territoire. Et à tel point, c'est à tel point utile que souvent les gens veulent y causer de tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec l'AFP, hein, qui sont les affaires communales. Alors c'est pas l'objet, mais en tout cas ça crée ces arènes de discussion. Et pour ça, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. C'est voilà, extrêmement intéressant. Donc voilà pour les AFP très rapidement. Merci. Alors, en nous parlant des associations foncières pastorales, on voit bien que, et vous avez employé le mot, qu'on est dans une gestion quand même complexe, fine des choses, et puis vraiment collective, et qu'on dépasse la seule pratique agricole, finalement, parce qu'on est sur quelque chose sur lequel l'ensemble de la population et différentes catégories de population ont à dire. On est bien donc dans une notion de valeur patrimoniale. Et d'ailleurs, pas très loin d'ici se tient aujourd'hui la fête de redescente de transhumance Muntlar-sur-Master. Donc il y a bien quelque chose qui touche aussi à l'identité. C'est important de l'avoir en tête parce que c'est pour ça aussi, je trouve qu'il y a une dimension de pouvoir, une acception de pouvoir qui est plus importante que juste une pratique agricole. C'est aussi ce qui donne les paysages. Et donc peut-être, Jean-Sébastien, c'est bien à l'échelle de votre vallée que vous expliquez ce que donne, puisque c'est une vallée dont la Comcom est reconnue pour avoir une gestion particulièrement proactive. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat en termes d'ouverture de paysage, parce que vous avez évoqué ce mot et c'est un enjeu de ne pas laisser s'emboiser les choses, en termes d'installation agricole, enfin... Voilà, concrètement sur un terrain, quel regard vous portez sur cette pratique? Merci Patricia. Et aussi sur les difficultés et les conflits. Des conflits, oui, ça c'est quand même un point important. Merci. Donc, Jean-Sébastien Lomond, donc je suis chargé de mission paysage et environnement à la communauté de communes de la Vallée de la Bruche, donc on n'est pas très loin d'ici. Et je mène cette mission depuis maintenant 35 ans dans le cadre d'une politique paysagère et je dirais plutôt d'une démarche paysagère, c'est-à-dire le fait d'emmener et de mobiliser les élus, les acteurs sur un territoire. On a en effet utilisé, je pense à bon escient, l'association foncière pastorale, parce que c'est lié à l'historique, et ça, s'il y a dans la salle des gens qui sont du massif des Vosges, on a cette logique de micropropriété importante. On a une logique aussi, un historique d'une industrie textile qui était bien présente et qui a périclité, donc une évolution de l'occupation de l'espace, d'espaces agro-pastoraux, ou de systèmes d'ouvriers paysans qui ont fortement périclité sur nos territoires, et un emboisement massif en résinement des fonds de vallée, des coteaux, de ces espaces-là importants, et qui a conduit en fait à un moment donné à des espaces, vallée de la Bruche, c'était 35% d'espaces forestiers, c'est 77% encore aujourd'hui, malgré le fait d'avoir mené cette politique d'association foncière. Donc, on a travaillé sur cette logique et on a essayé avec cet outil association foncière pastorale de travailler sur des choses simples. Par exemple, le fond de vallée. Si vous passez de Saint-Dié, Salles, Strasbourg, on a un fond de vallée de la Bruche qui était globalement enforesté à 80%. Et aujourd'hui, c'est une succession d'associations foncières pastorales qui sont dans ce fond de vallée-là, qui donc mobilisent un grand nombre de propriétaires. Donc on en a 19 sur la vallée de la Bruche. C'est 550 hectares sous ce statut association foncière. C'est 4000 parcelles, 2000 propriétaires qui sont mobilisés alors en 19 entités, qui amènent justement du dialogue, qui amènent du conflit, bien sûr. Mon rôle, c'est d'amener les gens à discuter entre eux, de les amener à construire un projet, agro, sylvo-pastoral, de créer une vision collective. Et donc, par la clé d'entrée du paysage, on y arrive bien, dans cette démarche paysage, de porter un regard un peu neuf sur son espace, de porter un regard qui est souvent, on prend la carte postale, mais ça c'est le côté passéiste, mais c'est dire, ça c'était avant, donc du coup avec quel paysage vous voulez créer et avec quel outil. Et donc l'AFP est un bon outil par rapport à ça, de créer une vision collective sur le territoire, de lui donner une force d'action du petit propriétaire au grand propriétaire à la collectivité publique qui est à l'intérieur, et de mettre en mouvement les gens et de répondre à des enjeux paysagers, agricoles. Sur nos territoires, on a doublé le nombre d'actifs agricoles dans des logiques d'activités agricoles à 100% liées à de la vente directe. Donc donc de remettre la place
de faire un territoire 100% prairial. Donc on a voilà un certain nombre de superficies. Voilà. Et donc on a cette notion de pastoralisme par l'AFP a amené quand même à une forme de redonner le pouvoir à tous ces propriétaires, à tous ces gens-là, hein, si on veut parler de cette question de cette notion de pouvoir, pour construire des choses et enclencher des actions à tous les niveaux, quoi. Voilà. Je sais pas si je pourrais redévelopper s'il y a des questions. Si, ça décrit bien tout ce que vous avez mené. Peut-être c'est bien de conserver la parole parce que on est, comme toutes les zones, enfin, comme toutes les surfaces aujourd'hui, mais en particulier les montagnes, confrontées au changement climatique. Et les territoires de montagne et les massifs sont particulièrement impactés par ce changement climatique. En tout cas, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup et qui impacte aussi les pratiques agronomiques, la place de l'agriculture, la place de l'élevage, mais qui impacte aussi les relations de pouvoir, qui peuvent tendre les relations de pouvoir, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est traduit ? Alors, c'est vrai que si on avait fait cette conférence il y a 5 ans, j'aurais dit, on a réouvert un certain nombre de surfaces, on a retravaillé, on a un nombre d'acteurs agricoles qui sont bien positionnés puis qui fonctionnent bien. Et en moins de 5 ans, cette notion de changement climatique, on l'a clairement vu, quoi. C'est évident, le nombre d'animaux dans les troupeaux ont été, les éleveurs ont réduit leur nombre d'animaux dans les troupeaux, donc on a une pression pastorale qui était obligée de diminuer, au risque de voir une logique de retournement de prairie à un moment donné, parce qu'il faut quand même faire de l'équilibre et de l'autonomie, gestion de la ressource qui est importante et qui diminue par rapport à des systèmes. Parce que concrètement, c'est plus sec et il y a moins de fourrage. C'est plus sec en plein été. Ouais. D'un point de vue données qu'on a aujourd'hui, travailler avec l'INRA, enfin des échanges qu'on peut avoir, d'ailleurs ça s'est passé aussi sur le territoire de la DODACI, c'est globalement en quantité d'eau hydrique, on a la même chose sur l'année. C'est plus la même eau, c'est plus une eau de la neige, mais c'est une eau qui ruisselle, donc elle est moins présente. Et c'est une eau qui est là bien au printemps, bien en automne, et en été, on a moins d'eau, on a des grosses périodes de chaleur, du coup, voilà. Donc la ressource fourragère sur ces secteurs-là, elle a fortement diminué, donc des risques d'être obligés de travailler plutôt en saison. C'est des risques de perte de biodiversité aussi, c'est important, hein, tous ces secteurs-là, ces milieux prairiaux. On était hier en remise de prix concours prairie-fleurie. C'est 40 espèces différentes sur une prairie, donc c'est quand même une résilience à des formes. S'il y a ces phénomènes climatiques importants, donc cette question de la maintien de la biodiversité et la fragilité des écosystèmes, elle en prend aussi un petit coup derrière les oreilles, si je peux me permettre l'expression. Donc du coup, voilà, donc il faut arriver à gérer ça, quoi, hein. Donc le changement climatique, il est évident sur ces questions-là. C'est aussi des risques d'anéantir, voire de tuer certains acteurs agricoles entre guillemets. Du coup, toute cette logique de circuit court, elle n'existe plus. Donc on retombe dans des travers qu'on voudrait pas tomber clairement, quoi, hein. La prairie aussi, peut-être qu'on le dit pas assez souvent, mais c'est quand même un puits de carbone. Hein, c'est une réalité, hein, c'est la même capacité de stockage de carbone qu'un milieu forestier, donc ça c'est hyper important. Et puis sur nos territoires de vallée de la Bruche, c'est une ressource en eau, que ce soit en quantité ou en qualité, donc elle filtre l'eau, elle évite des systèmes d'érosion et tout ça. Donc c'est normalement par un changement climatique, tous ces éléments, on se rend compte que finalement c'est en cascade et que tout ce qu'on avait pu construire en termes de puzzle qui tenait bien et on franchissait, on avançait, on construisait quelque chose de stable, et en peu de temps ça bouge beaucoup, ça se délite assez rapidement. Voilà, et du coup, on retombe sur des problématiques parce que si on veut maintenir ce potentiel d'acteurs agricoles sur nos territoires, il faut qu'ils aient plus de surface. Qui dit plus de surface, il faut aller retoucher les petits propriétaires. Donc, on relance l'outil AFP qui a une certaine difficulté, donc il faut continuer à faire de l'animation. Donc, ça me donne du boulot, ça c'est sûr, mais bon, voilà, à un moment donné, c'est le chat qui se mord la queue. Ça peut être en contradiction avec les forestiers parce qu'il faut quand même garder de la forêt, donc il faut, voilà, donc ça, voilà, la question du pouvoir et des conflits, elle est peut-être un peu plus, importante, quoi. Voilà, donc, voilà. Et il y a aussi un élément qui est peut-être un peu moins évident aujourd'hui, mais peut-être que, hélas, dans 5 ans,
toutes ces logiques d'espaces pastoraux, c'est des coupe-feux. Et ça, par rapport à la préservation de nos milieux forestiers, et là, les forestiers nous le reconnaissent aussi, il faut qu'on travaille sur, main dans la main, sur la question de garder cette logique d'une mosaïque de milieux ouverts forestiers, de faits de lisière et tout ça, quoi. Voilà. Donc ça, je vais peut-être m'arrêter là, sur le ressenti et sur la rapidité à laquelle ça se passe, sur nos territoires, quoi. Et c'est tangible, quoi. Merci, ça illustre les choses. Bruno, peut-être quel est le regard au niveau plus national, ou côté alpin aussi, sur ces enjeux et ces évolutions de pratique, et aussi sur la pression du milieu, pression hydrique, mais pression touristique. On sait bien qu'on revient là-dessus peut-être. On a les mêmes constats que vous ici sur la question du changement climatique, hein, la rapidité. On a moins de froid l'hiver, donc moins de neige. Moins de neige, ça veut dire qu'on a moins de ressources en eau stockées en altitude. Donc on se retrouve avec des débits de ruisseaux qui changent. Voilà, je vous épargne les chutes de blocs liées au dégel, dont vous avez pu entendre parler. Il y a aussi les effets de changement. Globalement, en fait, on a la même quantité de précipitations par an. Simplement, le régime des pluies a changé et qu'en quelques heures, on récupère 1 mois, 2 mois de pluie. Donc, ça donne l'accident de la Bérarde, qui est quelque part dans l'Isère, avec un hameau dévasté par une lave torrentielle liée à la vidange d'un lac glaciaire et une fonte massive de neige dans la nuit, en fait. Et on a donc ça, c'est ces volets-là, et puis d'autres volets aussi qui viennent toucher là davantage nous tous, en fait, c'est la question de la chaleur en ville qui amène les gens à venir chercher du frais en montagne. Alors, au-delà du fait d'habiter, c'est aussi le plaisir de la randonnée qui revient et des gens qui vont chercher du coup la fraîcheur en montagne. Donc ça ramène aussi du monde, ça décale les usages. C'est aussi des gens qui accèdent à la montagne de cette manière, n'ont pas forcément les référentiels et les codes sociaux pour être en montagne et être au contact avec les troupeaux. Donc il faut apprendre, il faut du temps pour apprendre. Voilà, donc on a tout un panel de choses aussi qui viennent changer. Et il y a aussi des repositionnements intéressants, hein, c'est qu'on se retrouve avec des ressources décalées, donc on a le même problème stépique là avec la pause estivale à cause du chaud et du sec, mais par contre on a des saisons qui sont plus longues, donc ils commencent un peu avant au printemps, mais c'est surtout à l'automne que ça se joue. Mais notre défaut par contre, c'est que la neige arrive n'importe quand à partir de l'automne, parce que le soleil n'est pas plus haut dans le ciel, donc il suffit qu'il y ait une perturbation et un peu de froid et on a 50 cm de neige là à partir de maintenant. Voilà. Et puis autre condition liée au changement climatique, c'est aussi les pathologies qui arrivent, des nouvelles pathologies. Vous avez entendu de la crise sanitaire autour de la dermatose nodulaire contagieuse bovine, donc non savant, mais qui fait que les animaux qui sont en estive en Savoie, en Isère, en Haute-Savoie et dans l'Ain ne sont toujours pas descendus. Et les animaux sont en train de véler en alpage, c'est les vaches qui ne descendent pas, le reste n'est pas concerné. Et donc ces choses, on ne s'y attendait pas. C'est-à-dire que la brutalité de l'événement fait qu'on ne s'y attendait pas. Et ne serait-ce que le 29 juin à 23h50, quand les services de l'État ont publié l'arrêté interdisant la circulation des animaux, on ne savait pas que cette maladie existait. Pour vous dire comment on était préparé. Par contre, les services de l'État ont été extrêmement réactifs et en 15 jours, les vaccins étaient sur place et ont vacciné. Merci. C'est bien parce qu'on explore plein de rebondissements et d'aspects différents de ce que veut dire cette gestion agronomique. Quels sont les lieux, puisqu'on est sur la question des pouvoirs et vous venez d'évoquer la pression touristique croissante qui se ressent aussi sur l'eau, parce que sur l'eau, quand même, sur les massifs montagneux, il y a moins d'eau, mais les conditions météo font qu'il y a plus d'évapotranspiration, donc il y a plus de besoin en eau, à cause de l'évaporation, mais aussi à cause de la fréquentation touristique. Donc globalement, on voit bien que ça coince, alors que c'est pas intuitif de penser qu'on va manquer d'eau dans des zones de montagne. En tout cas, dans les Vosges, c'est pas intuitif. On est en train de découvrir que la sécheresse, ça peut arriver. En tout cas, cette relation à une fréquentation croissante des montagnes, pas toujours organisée, finalement, où est-ce qu'on peut en discuter ? Est-ce que vous pouvez nous illustrer par des exemples très précis de conflits ? Et puis, comment on les régule ? Où est-ce qu'on peut en discuter ? Et qui prend le pouvoir là-dessus ? Est-ce que c'est les communes, les intercos ? Est-ce que c'est les associations propriétaires ? Est-ce que c'est les collectifs touristiques ? Alors, je pense que je vais commencer avec un exemple d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc ça permettra à d'autres d'élargir. On est très mal doté là-dessus. C'est-à-dire que ces endroits, il y avait tellement personne et ça n'intéressait tellement personne il y a seulement 30 ans de ça, que ces endroits, ils ont parfois pas eu le temps de se doter de parlement, en fait, ou venir parler de tout ça. Alors, il y a eu quelques astuces, dont une très bonne. La région Rhône-Alpes, c'était la mandature Kéran en 2003,
en 2003, a décidé de créer quelque chose qui s'appelait le plan pastoral territorial. Alors, non pompeux, mais dans leur stratégie, en fait, c'était aussi simple que de dire il faut qu'on réunisse, je vais citer quasiment de tête la délibération, il faut qu'on réunisse des tours de table le plus vastes possible, centrés sur les questions pastorales, et un territoire va prendre en charge cette gestion de ce collectif de travail, et ce territoire, il sera autodéterminé. C'est osé, hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'astuce, c'était que des gens se manifestent en disant moi, je suis prêt à prendre la question pastorale et la porter politiquement dans mon territoire. Voilà le périmètre de mon territoire, et la région, elle gardait une autorité pour venir valider si oui ou non c'était d'accord. En gros, qu'on n'ait pas une hégémonie des territoires et qu'on imaginait par exemple, alors je vais repartir de chez moi, mais que le Vercors dise que je vais gérer tout l'Isère. Non, c'est pas ça. C'est que le Vercors, entité, communauté de communes ou parc naturel régional, disent moi je vais porter ça à cette échelle-là. Et le territoire c'est comme ça partagé. Il n'y a pas eu de conflit de chevauchement en fait. Il y en a eu un tout petit peu parce qu'il y a des communes qui étaient un peu dans la communauté de communes, qui étaient aussi, enfin la même commune passait aussi dans la réserve naturelle, que la réserve naturelle a centré son plan de gestion sur elle-même. Donc voilà, certaines communes se coupaient en deux, mais c'était pas une négociation, c'était juste une gestion d'organisation. Et ces collectifs, le plus vaste possible, avaient comme entrée première d'aller gérer les crédits d'amélioration pastorale, donc des moyens qui sont attribués aux éleveurs, aux communes, aux parcs naturels, l'ensemble des acteurs éligibles, ils sont nombreux, pour venir améliorer les conditions de travail et améliorer les conditions de biodiversité aussi de ces milieux-là. Alors, ce n'est pas des crédits dédiés à la gestion de la biodiversité, mais c'est des crédits dédiés à la gestion pastorale pouvant avoir des effets sur la biodiversité. Et en ce sens, il y a ces espèces de parlements qui se sont construits. Et puis, c'est comme tous les collectifs humains, ils ont des hauts et des bas. Et puis, il y a des moments où, dans les phases hautes, ils sont assez brillants et ils régulent pas mal de choses. Puis, dans les phases basses, c'est un peu des chambres d'enregistrement. Mais voilà, globalement, ça avance. Et on a ces petits parlements qui sont très locaux, en fait, à moins d'1 heure de route en Isère, un peu plus dans d'autres départements. Voilà. Et ce dispositif a été étendu à l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes au moment de la fusion, et on trouve dans le Cantal et ainsi de suite des plans pastoraux territoriaux, le parc des volcans d'Auvergne par exemple en porte un, et il y en a des très grands et des très petits, voilà, je ne vais pas citer plus, mais et puis il y en a encore qui sont en train d'émerger. C'est ça qui est intéressant, c'est que là où c'est compliqué, et ceux qui passent devant pour faire émerger ces plans pastoraux territoriaux en ce moment, c'est la question de la prédation du loup, qui fait que les éleveurs et les communes ont besoin d'un endroit où traiter ça en fait, et où le rentrer en politique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il nous faut des espaces politiques pour parler de ces endroits-là, et donc des espaces de débat. Et la question du loup ne trouve pas d'endroit politique, parce qu'on est tout de suite dans l'opposition, les pour, les contre, et en fait au milieu il y a les éleveurs qui se lèvent pas le matin tranquilles, parce que c'est soit l'hécatombe, soit tout va bien. Et voilà, donc ces endroits sont en train de saisir cette question de la prédation, et en plus de ça, le loup est une affaire d'État, en la territorialisant, c'est-à-dire en l'adaptant à leur problème de territoire. C'est boisé, c'est ouvert, c'est tout morcelé, c'est tout très d'un seul tenant. Enfin voilà, chaque territoire a ses composantes, et le loup a un comportement particulier dans chacun des territoires, et c'est assez intéressant ce qui se passe. Merci. Corinne, je vous propose de rebondir. Oui, voilà, du coup on va changer de massif. On va aller dans les Pyrénées. Je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, j'ai parlé des commissions syndicales, j'ai pas expliqué, c'est un truc compliqué aussi, mais ce qui est intéressant avec les commissions syndicales, c'est que c'est très 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 vieux et que c'est vraiment l'héritage des pratiques d'avant la Révolution. Donc on a cet outil-là dans tout l'ouest des Pyrénées, qui sont, alors au moment de la répartition des terres entre communes après la Révolution, dans ce secteur-là, les communes sont restées propriétaires indivises des montagnes. Donc les montagnes appartiennent aux communes, mais de façon indivise, avec parfois un nombre très important de communes, 30-40 communes. Donc on a ça dans les Hautes-Pyrénées, en Béarn et dans le Pays Basque, beaucoup. Et c'est en fait des ancêtres d'intercommunalité, on pourrait dire, ces commissions syndicales. C'était créé en 1837 pour reconnaître cette forme de gouvernance qui était la gouvernance par les collectivités montagnardes, on appelait ça avant, et qui sont donc où tout le monde était peu ou prou agriculteur, mais plus maintenant. Et ces commissions syndicales, elles existent toujours, et ce sont donc elles qui gèrent les montagnes, et pas que les estives. Enfin, les montagnes qui ne sont pas que des estives. Donc la forêt, s'il y a une station de ski sur le terrain d'une commission syndicale, c'est la commission syndicale. Donc concrètement, ce sont des élus des communes qui sont délégués à la commission syndicale, rapidement. Et c'est ces commissions syndicales dans la massif des Pyrénées qui ont plutôt pris vraiment en main la question du multi-usage, et notamment au Pays Basque. Alors il y a eu un incident,
plus âgés, voilà, comme moi, s'en souviendront. Peut-être il y avait eu un feu pastoral qui a été fait pour la gestion de l'espace, et il y a des randonneurs qui avaient brûlé dans ce feu pastoral. Donc ça avait fait vraiment un déclic sur le fait qu'il fallait avoir un code de bonne conduite collectif en montagne et gérer le multi-usage. Et donc il y a eu un gros travail qui a été mis en place par les commissions syndicales du Pays Basque sur une charte de la montagne basque. Il y a eu, pour ceux qui connaissent, plusieurs programmes leaders, donc des programmes européens pour le développement rural qui ont été mis en œuvre là-dessus. Et donc voilà, on a aussi des arènes de gouvernance collective qui touchent tous les usages de la montagne, donc le pastoralisme, la forêt, le tourisme, l'eau, etc. Merci. Jean-Sébastien, vous voulez donner un exemple dans les Vosges ? Sur ces questions-là, en fait, on a quand même aujourd'hui une réflexion. Enfin, dans l'exemple dans les Vosges, on a notre exemple de territoire où on travaille sur ces sujets-là depuis un certain nombre d'années. Il y a de chaque côté des parcs naturels régionaux qui ont aussi pris ça en main avec des plans de paysage, avec ces démarches-là, des logiques d'ingénierie territoriale qui portent ces sujets-là. C'est pas vraiment un exemple. Je dirais qu'on mériterait aujourd'hui d'aller un tout petit peu plus loin, justement pour avoir cette notion un peu de parlement et d'instances qui discutent de toutes ces démarches-là, mais on sait le faire à l'échelle des intercos, on sait le faire à l'échelle des parcs, des communes, enfin, ou des plus grandes communes. Il faut arriver à ce que tous ces éléments-là, enfin, qui sont pas, et puis ça permettra peut-être à Bruno de rebondir, de toutes ces actions-là qui sont par la clé d'entrée du paysage, par la question de l'activité pastorale, donc le maintien c'est de travailler un peu plus sur cette notion d'espace pastoraux qui derrière redonne une vision transversale et ouvre des champs d'action multipartenariales qui intègrent des forestiers, qui intègrent des écologues, qui intègrent, enfin voilà, tous ces gens-là, et qui mettent en évidence le fait qu'on est sur le même espace, on a intérêt de le travailler de manière concertée et équilibrée pour que voilà, il y ait une forme de durabilité et d'inscription dans le temps, quoi. Voilà. Oui, vous nous tendez un peu la perche là, mais alors, je ne sais pas si c'est vous, Bruno. Est-ce que quelqu'un peut nous dire quelques mots sur quelque chose qui se développe un petit peu, c'est le sylvopastoralisme ? Le sylvopastoralisme, c'est l'art et la manière d'aller prélever des ressources pastorales qui sont sous des couverts forestiers. Donc voilà, ça veut dire qu'on a deux composantes, on a deux couches, on a celle de l'arbre et du coup sa propre régénération, et puis celle de l'herbe qui s'avère être protégée par le couvert forestier. Avant les questions de changement climatique, on considérait quand même que le sylvopastoralisme était à laisser au milieu naturel qu'on va pâturer. Il y a de l'arbre dans les prairies en fait. Et que maintenant on se met à considérer que c'est un écran qui permet d'atténuer les effets du changement climatique, donc en clair de garder la neige, de briser le vent, de récupérer un peu plus d'ombre et d'éviter l'évapotranspiration, donc de protéger le substrat herbacé qui est dessous. Donc voilà, c'est cette approche-là qui est le sylvopastoralisme. Merci. On va laisser la parole à la salle si vous avez des questions, mais peut-être j'aurais une question un peu en forme conclusive de ce temps ou d'ouverture. Je ne sais pas, est-ce que vous diriez finalement que cet exemple de gestion de l'agropastoralisme où on voit que finalement c'est pas juste une affaire d'agriculteurs, c'est une affaire d'agriculteurs, de collectivités, d'habitants, de touristes, voilà, et avec des outils juridiques qui existent, c'est plutôt une source et un vecteur de bonne adaptation au changement climatique, c'est-à-dire qu'on est plutôt outillé pour s'adapter au changement climatique parce qu'on a déjà des instances, même si vous avez dit il n'y en a pas encore, faut plus de parlements, mais finalement, c'est quand même, il y a déjà des instances de discussion où c'est quand même déjà un objet de partage qui est pris en compte. Donc finalement, est-ce que c'est plutôt source de se dire on n'est pas si mal armé pour discuter du changement climatique, ou au contraire, c'est plutôt un facteur de conservatisme, c'est-à-dire qu'on a des habitudes et ça fige les choses. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à cette question. Non, mais c'est aussi un mais je comprends. Quoi, enfin, si. Je comprends. Bon, il se trouve que moi, je ne travaille pas précisément sur le changement climatique. Par contre, je pense que, alors, je vais faire.
me débrouiller, faire une pirouette, mais je pense que plus on a des instances de concertation, mieux on est armé pour n'importe quoi. Non, même, déjà, que ce soit le changement climatique ou autre chose. C'est-à-dire que ce qu'on voit bien, c'est qu'on a besoin de ça, c'est des problèmes systémiques qui engagent tous les acteurs. Et en plus, petite parenthèse encore avant, quand même, on l'a peut-être pas assez dit tous les trois, même si on en a parlé avant et qu'on est tous d'accord, le pastoralisme, a priori, c'est quand même une forme d'élevage qui peut être, par certains côtés, plus résiliente face à la question du changement climatique, parce que, comme l'a dit Bruno, comme on va sur les ressources spontanées, il y a beaucoup de flexibilité, d'adaptabilité, on est capable d'aller chercher la ressource où elle est, s'il y a plus, tant qu'on y a accès, donc encore faut-il qu'il y ait des accès. Il y a le problème de l'eau qui est central quand même, parce qu'en pastoralisme, il faut avoir de l'eau à proximité et on n'a pas forcément un robinet. Mais c'est vrai que c'est quand même une activité qui potentiellement est plus adaptable que d'autres formes d'élevage. Donc voilà, j'ai perdu là où je voulais en venir, mais je voulais dire quelque chose, par contre, du coup j'en profite de votre question pour dire quelque chose qui me semble important, c'est que on sort peut-être, nous qui sommes dans le pastoralisme, d'un temps où le monde agricole, le monde de l'élevage était devenu un truc à part, où par la spécialisation de l'agriculture, les habitants se souciaient pas forcément beaucoup de la question de l'élevage. Il y avait une dissociation un peu, donc il y avait le monde pour le pastoral, le monde des pastoraux et puis les autres. Et je pense que le changement climatique amène des enjeux qui nous sont communs. On a parlé des risques, on a parlé de l'eau, et tout ça a été évoqué par mes collègues. Et donc pour boucler sur la question des communs, peut-être que là il y a une opportunité à essayer de refaire du commun, non pas comme je l'ai dit au tout début, parce que les communs comme avant la Révolution, il n'y en aura plus a priori, ça serait un anachronisme, mais de se redire à quelle communauté, donc à quelle échelle on veut travailler, et notamment des communautés habitant l'espace, y compris en partie les touristes, mais voilà, habiter l'espace, sur quelles ressources, donc travailler ensemble sur quelles sont les ressources sur lesquelles on réfléchit collectivement, pour quel projet. Et là, c'est peut-être refaire des communs de territoires à l'échelle. Alors, on le voit, finalement, vous travaillez on est beaucoup à des échelles intercommunales. Vous, c'est une communauté de communes, les PPT, les plans pastoraux territoriaux, souvent, c'est les communautés de communes ou les PNR. Les commissions syndicales, c'est des formes d'intercommunalité qui sont que sur la montagne. Donc, c'est peut-être ça la bonne échelle d'action et sur laquelle il faut que tout le monde réfléchisse ensemble pour répondre au changement climatique et à d'autres choses. Et parce que la propriété privée est importante, plus que ça en France, et c'est quand même un vecteur de pouvoir ou un animateur de pouvoir extrêmement important, est-ce que finalement, ce mode de gestion, cet exemple du pastoralisme, c'est plutôt une façon de réguler la propriété privée, de mettre un coin dans la propriété privée, ou au contraire de la protéger ? J'ai envie de dire ni l'un ni l'autre un peu. Hein. Ouais, C'est-à-dire que, par contre, il me semble que ça peut être une source d'inspiration pour d'autres choses. C'est-à-dire que, en particulier les AFP, elles ne remettent pas en cause la propriété privée, puisque les propriétaires restent propriétaires, ils gardent leur droit de propriété. Mais elle pousse à réfléchir collectivement pour pouvoir aller au-delà de son chez-soi et travailler ensemble et faire des entités. En Ariège, par exemple, on a eu des exemples d'équivalent d'AFP sur de la forêt, par exemple, aussi. Hein, sur la petite propriété paysanne, c'est la même chose en forêt. Donc c'est ni l'un ni l'autre. Mais c'est des perspectives qui peuvent être... qui nous font prendre un pas de côté par rapport à quand même cette doxa dans laquelle on est sur la propriété privée en France. Bon, là, ça permet de se dire, oui, mais même avec la propriété privée, on peut réfléchir un peu autrement que chacun chez soi. Oui, merci. Alors, il y a peut-être des questions dans la salle, on va vous laisser du temps. Mais peut-être Bruno ou Jean-Sébastien, vous avez des choses que vous vouliez rajouter, que vous n'avez pas eu l'occasion de dire. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé du Jura parce qu'il n'y a personne de Jura. Alors on les connaît pourtant bien, on travaille avec eux, puisque on conduit un plan d'adaptation au changement climatique en commun. Donc c'est un massif, juste pour vous dire, en France il y a 5 massifs reconnus, Alpes, Pyrénées qui ont été évoqués, Vosges on est dedans, mais Massif central, il y a un grand massif qui compose 22 départements, et le Jura qui sont nos voisins, voilà, et on a... Oui, ça se ressemble beaucoup. Oui. Ça se ressemble beaucoup en fait. Hein. Ce qui a été dit, ça peut être extrapolé à peu près partout.
Et puis on peut ajouter que dans les espaces de concertation, les massifs en sont un élément, hein, avec une forme de parlement de la montagne, alors qu'on est plus loin. On est plus loin. Et pendant que le micro arrive, je voulais souligner ce que disait Corinne autour de la question du pouvoir. C'est que les espaces pastoraux, c'est toujours des confins. C'est là où passe la limite de la commune, en fait. C'est le bout du bout. Et sauf que notre regard, il change sur les espaces naturels. Donc du coup, c'est plus un confin, ça devient le centre de la préoccupation. Voilà. Et ça change les notions de pouvoir également. Ça, si je peux me permettre, c'est la vision quand même très alpine. Nous, l'espace pastoraux, il est autour du village. Donc c'est presque aujourd'hui, nous, dans notre démarche, on a inversé ça. On a dit que la place du village, finalement, n'était pas au milieu du village. C'est tout ce qu'il y a autour et c'est cet espace pastoral qui est l'espace commun ou collectif que chacun doit prendre en compte dans son quotidien, de l'acteur agricole au forestier ou au touriste, quoi. Une question. Bonjour. Je me demandais s'il existait aujourd'hui des instruments d'attribution, par exemple de fonds européens, qui vont plutôt bénéficier à l'agropastoralisme par rapport à d'autres formes d'agriculture et d'élevage, où on peut avoir l'impression qu'il y a peut-être plus une prime au rendement qui va avantager d'autres formes d'élevage. Oui, sur le principe, il y a des aides qui sont dédiées, alors pas de partout, pas de manière, c'est les régions qui les gèrent, ces aides-là, et certaines régions sont très bien dotées en matière de crédits d'amélioration pastorale et qui sont carrément ciblées sur les espaces pastoraux, pour faire très clair. D'autres régions ne le font pas. Alors ça, c'est la première couche. La deuxième couche, c'est qu'il y a aussi des aides au fonctionnement qui reconnaissent les espaces pastoraux dans les exploitations agricoles. Donc là, ça vient aider les exploitations dans leur fonctionnement et les exploitations agro-pastorales un peu plus. Maintenant, en termes de volume, c'est epsilon. Voilà, je suis désolé, mais c'est epsilon. Je vais faire un petit complément. Je veux juste dire qu'il y a comme une attention de l'Union européenne et d'un certain nombre d'aides aux territoires de montagne. Et il y a des organisations, alors plutôt du côté des Alpes, mais qui dialoguent entre elles, entre territoires de pays européens. Et les commissariats, et nous dans les Vosges, au mois de juillet, on a pris une motion pour justement que l'attention particulière aux montagnes à l'échelle européenne face au changement climatique soit bien prise en compte. Donc c'est pas grand-chose, mais ça existe. Cette façon de dire attention à des territoires de montagne qui sont particuliers à l'échelle européenne, c'est quand même, il y a une vie politique de ça, il y a une parole qui est portée. Si je peux, pardon, juste compléter très rapidement quand même sur les gros mécanismes de la PAC, quand même les grosses aides de la PAC qu'on appelle du premier pilier. En 2015, il y a quand même eu une réorientation avec plus d'argent sur les exploitations de montagne et donc les exploitations pastorales aussi, et un peu moins sur d'autres régions plus céréalières. Alors ça a eu des tas d'autres effets indirects, pas forcément toujours très bons, mais quand même, globalement, on a vu que les éleveurs pastoraux, dans des régions comme les nôtres, enfin, on s'en sortent mieux quand même depuis cette réforme de la PAC qu'avant. Donc il y a un peu de redistribution qui est faite quand même comme ça. Et dans le Jura aussi. Oui. Est-ce que le changement climatique peut expliquer la prolifération de sangliers actuellement? Je viens de la vallée de la Bruche. Voilà. Alors là, si vous avez encore 2 heures, on peut y aller. On est parti. Est-ce qu'il y a un forestier dans la salle? Non. Est-ce qu'il y a un élu dans la salle? Non. Donc ça va nous réduire le temps. Globalement, la question du sanglier, la question des espaces ouverts, alors le sanglier c'est encore à part, mais la question du gibier, notamment du grand gibier, est fortement en adéquation avec la question du pastoralisme. Et encore une question là, Patricia, je crois. Voilà. C'est certain. Il faut savoir, par exemple, sur le grand gibier, le cerf, par exemple, c'est d'abord un herbivore. Et donc, la question d'avoir énormément de forêts, les forestiers nous le reconnaissent, il y a besoin d'espaces de pâture pour le cervidé. Et donc, du coup, tous ces espaces pastoraux qui sont là, c'est des éléments importants pour l'équilibre, pour permettre de la pâture et éviter de l'abrutissement en forêt. Sanglier, clairement, je vais pas répondre à votre question là comme ça parce que c'est plus compliqué. Il y a plusieurs phénomènes les uns derrière les autres. C'est des phénomènes de changement climatique importants par rapport aux hivers moins rigoureux et de fait des proliférations et des portées plus régulières possibles. C'est des questions de tempêtes de 99 qui ont commencé à faire en sorte qu'il y avait des milieux moins pénétrés et donc qui sont proliférés. C'est des questions de valorisation de la viande.
qui est pas facile, et donc du coup c'est pas nécessairement, ça n'attire pas, et donc du coup voilà, et puis voilà, c'est un phénomène en cascade. C'est pas simple, voilà. Je m'arrête là sur la question parce que sinon on en a pour 2 heures. Oui. Merci beaucoup pour la conférence. C'est une question un petit peu technique. J'ai pas bien compris les terres qui étaient donc ces communs sur lesquels il y avait ces usages qui cohabitaient. Comment elles étaient encadrées juridiquement? C'est des propriétés collectives, privées? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui légalement encadre ces communs? Ou en fait, c'est juste en termes de pratique qu'on dit que c'est des communs? Aujourd'hui ou avant? Aujourd'hui. Non, pas justement pas les communaux, mais quelque chose qui serait dans cette lignée. Moi, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, des communs à ce sens-là, il n'y en a plus. Mais parce qu'on est dans un autre monde. Donc le monde où il y a la propriété privée, où la propriété collective en tant que telle n'existe pas. Là où on a les formes les plus proches, c'est celles où reste ce qu'on appelle des droits d'usage, mais vraiment des droits d'usage. Des fois, le code forestier, sur des domaniaux, par exemple, on a des droits d'usage pastoraux. Donc il y a toujours une propriété qui est soit privée, soit plus souvent, dans ce dont j'ai parlé, des propriétés publiques, communes ou État. Donc c'est propriété privée des communes, mais enfin voilà, c'est une propriété des communes ou de l'État. Donc aujourd'hui en France, il n'y a pas, à ma connaissance, d'endroit. Il y a un peu un truc qui s'appelle les sectionaux dans le Massif central, qui est une propriété collective de hameaux, si vous voulez, de villages, de hameaux. Donc là, les sectionaux, mais j'en ai pas parlé, ça resterait une forme de commun. Sinon, c'est passé dans le domaine des communes souvent. Voilà. Donc il y a cette propriété-là. Et ce qui ressemble le plus à des communs, c'est là où on a encore soit vraiment des droits d'usage, donc on sait qui peuvent monter les animaux, et c'est les usagers, les ayants droit qui définissent les règles, soit des endroits comme les commissions syndicales, où finalement c'est le propriétaire qui définit les règles, mais avec une dimension très collective. Donc il faut réinventer, enfin en gros, ce que j'aimerais dire, parce que je ne l'ai pas dit comme ça, moi je trouve que c'est là aussi source d'inspiration, c'est commun, mais il faut les réinventer. Il faut se dire comment on refait du commun aujourd'hui dans un monde qui n'est pas le même qu'à l'époque. Tout comme avec l'outil AFP, on a réinventé une manière de respecter le privé, mais dans une logique où ils partagent et ils travaillent entre eux pour porter une somme de projets, ce qu'a dit tout à l'heure Corinne, quoi. Juste pour rebondir sur la question sur le sanglier, oui, il y a un impact évident du changement climatique, puisque les laits à partir de 30 kg, quand il fait 9-10 degrés, peuvent se reproduire, et les hivers étant de plus en plus doux, elles se reproduisent. Donc ça, c'est l'impact direct. Et un impact indirect qui touche directement les questions agricoles, c'est avec les changements climatiques, notamment dans les Vosges, ici, tout le monde a pu le voir ces dernières années, la prolifération du maïs. Il y a plein de prairies qui sont retournées pour être mise en maïs, notamment dans les zones d'élevage. Et alors ça, là, le cochon, il est très content. Et comme il fait moins froid et il a bouffé, il prolifère. Il y a d'autres facteurs, hein, ça a été rappelé, mais c'est des éléments qui sont notables. Le maïs a un grand rôle. D'où le fait de maintenir des prairies et pas mettre du maïs. Et ça, c'est le changement climatique va, hélas, nous amène sur des logiques de culture un peu plus intensive, dont le maïs fait partie. Et globalement, enfin ça c'est un avis personnel, mais je vais peut-être me mettre des gens à dos, c'est que du maïs à 600-700 mètres d'altitude dans le massif des Vosges, non. Voilà, tout simplement non, ça c'est pas bon. Bonjour, moi j'aurais une question sur l'environnement et sur la biodiversité ou sur l'eau particulièrement. Par exemple dans le Jura, on sait que on a eu des problèmes de qualité d'eau qui ont eu des impacts sur les cours d'eau, avec des incidences fortes sur la production halieutique de ces rivières. Et comme l'environnement est plusieurs fois évoqué, ou la biodiversité, est-ce que comment cet environnement il est pris en compte dans les systèmes dont vous parlez, dans les AFP, et comment il est arbitré par rapport aux fondamentaux, par exemple, qui ont guidé les AFP, qui étaient quand même le paysage et l'activité agricole en soi. Et comme les questions environnementales, elles prennent de l'ampleur sur tous les niveaux, sur l'eau, les cycles biogéochimiques, donc le sol, et puis surtout la biodiversité. Comment est-ce que c'est arbitré dans les structures dont vous parlez? Merci. Je vais parler de façon générale, et puis je vais laisser les copains parler de façon détaillée.
En fait, le principe des AFP, c'est qu'on est bien sur de la gestion localisée. Donc en fait, il n'y a pas de règles pour... on n'est pas sur une réserve ou un dispositif... donc ça dépend bien de la façon dont les collectifs locaux vont décider de prendre en charge, là. Alors c'est vrai pour la question environnementale et pour le reste, que ça va se jouer. Hein. C'est vraiment assez... Voilà. Donc après, il faut voir cas par cas. Donc c'est pour ça que je vais laisser répondre. Non mais c'est vrai, c'est vraiment du cas par cas. Comme nous, dans les Pyrénées, le problème quand même en général, c'est vraiment des problèmes de réouverture, ou même les enjeux environnementaux, c'est de refaire de la mosaïque de paysage et d'avoir des milieux ouverts. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça, parce que l'AFP, elle permet de rouvrir un peu. Et ce que moi j'ai vu à l'échelle de... Ça fait 30 ans que je travaille sur le pastoralisme, là où je vois quand même des évolutions, c'est qu'on était quand même vraiment sur de la réouverture un peu dure il y a 30 ans, et ça choquait même moi, hein, j'avoue, ça ne nous choquait pas trop à aller débroussailler quand même fort, voire dans certains endroits dessoucher pour faire des prairies de fauche, et je pense que c'était pas inintéressant, mais c'était quand même assez violent, et qu'aujourd'hui on va quand même sur des choses beaucoup plus douces et qui prennent quand même en compte dans les modalités de gestion, grâce aussi à l'ingénierie pastorale, des éléments plus fins sur la gestion de la biodiversité. Mais on est vraiment sur du projet local, quoi. Oui. Mais juste, je vous propose de répondre, ce sera votre dernière prise de parole parce que notre temps est écoulé. Oui, et puis il y en a qui... juste dire, parce que j'ai un trait à prendre, je rentre en Ariège ce soir, mais je suis un peu comme vous, mais pour moi, simplement, c'est pas pour hiérarchiser entre les modèles, mais on n'est pas sur du pastoralisme, on est sur un système herbagé, laitier, un peu intensif, effectivement, herbagé, donc moins intensif que d'autres, mais on n'est pas sur du pastoralisme. Donc c'est vrai que nous, on vient là avec un peu un prisme pastoral, où il peut arriver qu'on ait des pratiques pastorales, parfois un peu de surpâturage ou autre, ça arrive, hein, c'est pas pour dire, mais globalement, on n'a pas ces problèmes-là. Enfin, voilà, c'est juste... il connaît très bien la veille de la Bruche, il y a travaillé, mais globalement, c'est bien par l'outil AFP qu'on a réussi à faire en sorte de faire de la mosaïque et de travailler avec des agriculteurs souvent propriétaires dans ces périmètres d'associations foncières sur le fait de laisser, de laisser des milieux plus extensifs, de laisser un certain nombre de zones le long de la rivière plus large, voilà. Donc on travaille justement parce qu'il n'y a plus cette approche parcelle par parcelle, et du coup c'est une vision collective du patrimoine et du partage, de la location et de ce genre de choses, et donc de fait on travaille plus finement, on travaille sur la question de replanter de l'arbre de manière un peu collective, on réfléchit à des histoires d'arrosement de prairies pour justement redonner des capacités de milieu humide. Donc voilà, l'outil collectif association permet de faire et de sortir justement du risque d'intensification de certains endroits. Mais le changement climatique, on est sur une tangente très... Voilà, on bascule d'un côté ou de l'autre, et voilà, c'est au quotidien, il faut s'en préoccuper, quoi. Et à partir de votre question, je vais glisser sur les pouvoirs, c'est-à-dire que soit on organise le rapport de force, et c'est celui qui est le plus fort qui va gagner. Alors ça peut être la question de l'eau et des milieux halieutiques, ça peut être le criquet Popeye, ça peut être le tétralyre, ça peut être le grand tétra, ce que vous voulez. Et en fait, si jamais on a un rapport de force et qu'il y a un élément qui passe devant d'autres, en fait, on n'a rien gagné. Et sur la question justement du pouvoir, ce qui est intéressant, c'est que on ait des porte-paroles qui soient sincères et combatifs, hein, mais surtout sincères, et qui viennent parler dans ces tours de table des problèmes que rencontre la truite dans le ruisseau, les problèmes que rencontre le criquet Popeye au contact du pâturage, et après aux éleveurs et à ceux qui les accompagnent de venir réguler en fait. Et ça, c'est à l'élu de définir le mode de régulation, mais de se dire on va peut-être arriver un peu plus tard, on va peut-être arriver un peu autrement, on va peut-être s'y prendre autrement, parce que dans le jeu de tour de table viendra aussi l'économie agro-pastorale, le fait l'alimentation des humains, le fait de renouveler ces ressources dont on parlait, et peut-être que le tétralyre une année changera de versant parce que on a besoin de retrouver par exemple de la réouverture de milieux qu'un pâturage tardif ne permettrait pas. Donc je trouve votre question extrêmement pertinente, et ça vaut pour tous les champs qui traversent les espaces pastoraux. En revanche, je crois qu'il faut vraiment parler en notion de porte-parole, sinon on va confier la chose au préfet qui ne sera même plus arbitré parce qu'il va être tendu entre la question de l'eau potable, la question de la biodiversité, la question des économies agricoles et ainsi de suite.
Merci, merci Bruno, merci à tous. Je trouve que votre dernière intervention résume bien un mot important. Non, mais on n'a pas prononcé le mot équilibre. Voilà, c'est juste ça que je trouvais important. Merci à tous et merci aux intervenants. Voilà. On était...